je sentais un échec. T'as pu démarrer un peu en mode pirate. Exact. C'est drôle parce qu'on livrait l'argent à domicile. Les corridors les plus fous, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria, c'est hallucinant. Le Maroc entrait 15 milliards de dollars de sa diaspora. La première source de revenus du Maroc, c'est la diaspora. C'est pas le tourisme, c'est pas le phosphate, c'est la diaspora. Il n'y a pas de diaspora, ça se passe mal. 100 000 dollars de profit par an à peu près avec cette activité Amazon. T'as mis combien de temps à arriver à ces niveaux-là? 2 ans, même pas 2 ans. Il faut payer un coaching. Ah bah moi ça a changé ma vie. Tout seul, tu feras rien. Il faut payer un coaching. Aujourd'hui, je reçois un mec qui est né en Algérie, qui a quitté son pays à 13 ans à cause de la guerre civile. Il est devenu ingénieur en informatique, a fait un MBA à Chicago, a bossé chez Deloitte, piloté des projets sur 3 continents. Et puis un jour, il a tout lâché pour créer une start-up et concurrencer Western Union. Des millions de dollars de transactions entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, un exit et puis le vide. Un divorce, le sentiment d'avoir échoué alors qu'il venait de réussir le truc le plus gros de toute sa vie. Aujourd'hui, il a tout reconstruit différemment. C'est devenu mon partenaire business et c'est l'un des parcours les plus intenses que j'ai reçus sur ce podcast. Et pour tous ceux qui me découvrent, je m'appelle Enzo Honoré et chaque semaine, je reçois un entrepreneur qui a tout risqué pour vivre selon ses propres règles. Ici, pas de bullshit, pas de storytelling Instagram, juste la vérité sur la liberté, l'argent, l'entrepreneuriat et ce qu'il a fallu sacrifier pour pouvoir réussir. Bienvenue dans Souverain, abonnez-vous. Émir, bienvenue. T'es né en Algérie, t'as plusieurs passeports, tu vis au Canada. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Histoire compliquée. Je suis né en Algérie. Les coûts publicitaires augmentent, que ce soit sur Facebook ou sur Google, tout le monde le voit et tout le monde surtout le ressent. On peut optimiser ses créatives, tester de nouveaux angles marketing, mais les CPM continuent de monter. La vraie question, c'est pas comment dépenser mieux en publicité, c'est comment faire plus avec ce qu'on a déjà. Tous ces gens qui ont laissé leur adresse email et qui n'ont jamais vraiment converti. Le problème, c'est qu'avec les outils email, c'est souvent le bordel. Les emails finissent en spam, en promotion, parce que le routage est mal géré. Et c'est là que Brevo, notre nouveau partenaire, change la donne. 3 choses font vraiment la différence. Le premier, le pricing. Les outils du marché vous facturent tous au contact dans votre liste. Actif ou pas, engagé ou pas. Votre facture grossit à mesure que votre liste grossit. Brevo, c'est l'inverse. Vous payez au volume d'emails envoyés, pas au nombre de contacts. C'est à partir de 7 € par mois. Deuxièmement, la délivrabilité. Brevo route ses propres emails. 7 milliards de messages par mois sur leur propre infrastructure. Vos emails arrivent en boîte principale, pas en spam ou en promotion. Troisièmement, l'intelligence e-commerce. Bravo analyse le comportement de vos clients et pousse les bons produits au bon moment dans leur email. Une recommandation personnalisée, des segments avancés, une capacité de faire des séquences post-achat automatisées. Bref, vous arrêtez d'envoyer la même chose à tout le monde et vous rentrez dans le monde de la personnalisation. Je suis très fier que Brevo sponsorise notre podcast. C'est une licorne française valorisée à plus d'1 milliard, créée par un entrepreneur français. Peut-être que vous l'aviez déjà rencontré sous le nom de Sending Blue avant son rebranding. Profitez du code ENZO50, 50% de réduction sur vos 3 premiers mois d'abonnement. Le lien est dans la description. Je compte sur vous. Et on retourne à l'épisode. À l'âge de 13 ans, j'ai quitté pour la France, principalement pour mon père. Mon père faisait son PhD là-bas. Ok. Puis, comme il y avait la guerre civile en Algérie, il a ramené toute la famille pour une question de sécurité. Ok. Et puis on a grandi en fait en France. J'ai fait toutes mes études en France. Secondaire, universitaire. Oui, collège, lycée, tout ça, école d'ingénieur en France. Et j'ai travaillé un petit peu en France pendant longtemps pour aller plus vers une carrière internationale ou changer de pays et différents continents. Avec un vrai mode expatrié, parce que expatrié, c'est-à-dire tu pars et tu reviens. C'est pas genre tu immigres. L'immigration et l'expatriation, c'est 2 choses différentes. Ouais. Plusieurs pays, plusieurs cultures différentes. J'ai toujours adoré les voyages, l'exploration et je ne me voyais pas rester dans une entreprise avec la hiérarchie plutôt rigide en France, qui est très complexe pour moi. Ouais. En tant qu'individu, j'allais souffrir un petit peu. Ok. Et au fur et à mesure de voyages, de découvertes, etc., il y avait des mécanismes, des fonctionnements que je ne comprenais pas en moi, des besoins que j'avais besoin d'assouvir. Et surtout, j'avais pas un peu il me semblait qu'il me manquait la manière de décoder les choses dans la vie en général. Ouais. Que ça soit la vie de tous les jours, les choses que je comprenais pas, ou que ça soit dans le milieu de l'entreprise. C'est comment fonctionne une entreprise.
Donc, à cette époque-là, il y avait la mode des MBA et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, bah, pourquoi pas faire ça? Et je choisis un MBA qui se faisait à Chicago avec DePaul University, en partenariat avec une école de commerce française. Ok. C'était un exécutif MBA, c'est-à-dire que c'était pour les gens qui ont des rôles à responsabilité, mais qui... Veulent continuer à grandir dans l'architecture de la Exactement. boîte, quoi. Ouais, et dans mon esprit, c'était, je vais avoir de l'outillage pour, comprendre le milieu du travail, ça c'est un. Et deux, c'est comment évoluer à des postes à plus de responsabilités. Senior partner, c'est un peu senior Exactement. partner, etc., quoi. Et ça m'avait marqué parce que c'est là où j'ai découvert les États-Unis, les startups, le mindset américain et les règles de fonctionnement du milieu d'entreprise qui sont cachées qu'on ne t'explique jamais, en fait. Mhm. Parce qu'il y a l'idéal qu'on dit en France, soit ingénieur, tu auras une carrière. Et il y a la réalité du business et comment fonctionne la politique dans une entreprise. Pilule bleue, pilule rouge, Matrix, quoi. Ouais. Je me rappelle, premier cours, j'ai pris un coup de massue. Là. On avait un prix Nobel d'économie. Parce que là-bas, c'est du gros niveau. Là. Ça coûte cher, mais c'est du gros niveau. Et puis, je t'explique. Pour donner une idée de l'éducation aux US pour les gens, ça coûte combien un Alors, MBA avec ouais. cette école de commerce avec laquelle tu as bossé? Alors, en fait, nous, on payait 30 000 euros, mais les Américains qui étaient avec nous payaient 100 000. Parce que toi, tu venais via le partenariat de l'école Exact. française ou un truc Exact, comme ça. exact. Mais eux, ils payaient... Et en l'occurrence, financé en partie par ton entreprise, j'imagine? Ouais, une partie par l'entreprise, une partie par mois. Et avec un accord, du genre, tu restes un certain nombre d'années, pro rata et tout ça. Les Américains, ils casquaient, là, parce que c'était normal de casquer. Ouais. Mais c'était des gens qui avaient des... Qui avaient déjà des carrières, qui avaient déjà les moyens, Ouais, qui ouais, bossaient dans des genre, grosses boîtes. Bank of America et tout ça. Tu sais, on est tombé dans une fosse où les mecs étaient beaucoup plus trop forts pour nous, quoi. Parce que c'était des gens qui expliquaient aux profs comment faire, quoi, tu sais. Et on a eu des cours incroyables. Je veux dire, quand je dis incroyable, c'est... T'avais quel âge? T'avais déjà un background de retour d'expérience professionnelle Ouais, ou t'as j'avais- fait ça rapidement, ton MBA? Non, non, c'est... Parce qu'en fait, l'exécutif, ils te prennent pas si t'as pas au moins 10 ans d'expérience. D'accord. Ils Donc prennent t'as fait sur CV. 10 ans dans des cabinets de conseil? Ouais, 10-15 ans à peu près. Entre 10 et 15 ans, je pense que c'est 13 plus le chiffre normal. Et là, j'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce que c'est une start-up? On avait visité des incubateurs à l'époque. C'était nouveau, là. Chicago, c'est une grosse ville. Généralement, les gens vont venir visiter New York. Mais Chicago, c'est fou, là. C'est genre l'histoire de la ville, Trump, la mafia, la totalité, quoi, je veux dire. Et l'université, le système universitaire américain, bah, ça coûte cher, là. C'est très, très cher. Mais je veux dire, c'est un vœu sans pesant de cacahuètes, là. Je veux dire, tu compares pas ça avec une université française. C'est pas le même niveau, c'est pas la même audience, c'est pas les mêmes profs. Et leur réseau, il est incroyable. C'est-à-dire que je voyais des profs qui cherchaient du boulot pour leurs étudiants et qui les connectaient. Alors, écoute, moi j'ai un gars brillant, prends-le. Alors, quand on a remis les diplômes, ils nous vendaient là. Écoute, celui-là, là, tu devrais le prendre, il est bon. Ok. J'ai jamais vu un prof faire ça. Là. Donc, un truc où mon cerveau s'est retourné, tu vois. Ok. Et là, je me suis dit, écoute, là, je crois qu'on va venir ici, là. Donc, à l'époque, j'étais marié, je voulais venir aux États-Unis. Tu vivais en France? En fait, dans plusieurs pays. Parce que Ah je oui, oui, bougeais, t'étais, je bougeais, mais T'étais en mode expat, quoi. Ouais, et en attendant, on était revenu en France. J'ai pris un boulot le temps de partir, mais je savais qu'on allait partir. J'avais poussé les papiers pour le Canada, parce que je voulais pas arriver dans n'importe comment, parce que tu as une famille, tu as une responsabilité. T'avais déjà 2 enfants à l'époque? Ouais, c'est ça, j'avais 2 enfants, je voulais pas arriver en mode pirate. Là, tout seul, tu fais en mode pirate. Oui. J'étais plus intéressé par les États-Unis, pour être honnêtement, mais ma femme n'était pas trop pour. Tu sais, ouais, ok. La barrière de la langue, peut-être, facilite? Non, c'est plus... les Américains, c'est des malades, ils ont des armes, tu vois. Ok. Et Oui. c'est des malades, ils ont des armes, ils n'ont pas de sécurité sociale et tout. C'est genre tout ce que la France pense des États-Unis. là-bas. Ok, donc le Canada était une bonne soupape entre les deux, quoi. C'est genre. Un bon intermédiaire. Ouais, midterm, tu vois, un truc entre les Ouais, deux. ouais, Et au ouais. début, moi, j'étais là, ouais, Toronto. T'es Toronto, tu vois. Parce que Toronto, pour le coup, c'est plus américain, Ouais, c'est plus ouais, c'est un anglais, mini c'est plus Chicago, là. business. Ouais. C'est un mini Chicago, mini New York. T'es là, non, machin, bilingue, tatati. Ok, bon, on essaye. Je dis, bon, ok, on essaye. On va à Montréal et tout. À Montréal, c'est très, très mélangé. Bah, et la barrière du froid, mais au début, c'était supportable. Ça l'est moins maintenant pour moi, là. Donc, on arrive là et moi, très vite, je rentre dans un cabinet de conseil. J'avais déjà un contrat pour sécuriser l'installation. C'était plus pour sécuriser ma femme que pour moi, en fait, pour être honnête. Parce que moi, j'étais du genre, vas-y, on y va en mode pirate, mais avec les enfants, bah, je comprends. Là. Il faut toujours aussi, dans un couple, quelque chose qui régule. Une balance, ouais. Ouais, ça. Donc, je fais ça, mais je rentre chez Deloitte, Big Four et tout. Je connaissais pas ça. Et là, je voyais, ils vendaient des decks, là. Du conseil des decks.
vas-y, des slides. Et moi, j'étais là, ok, bah, elle est où l'expertise en fait Beaucoup de mon marketing, c'est des boîtes de comptables à la base qui surfent sur plusieurs lignes de service. Ouais. Tu peux faire une belle carrière hein, et, le pognon, le salaire, ça peut monter vite hein, quand tu arrives partenaire et tout ça. Là, c'est intéressant, mais je dis, la satisfaction d'être là dans un milieu politique où tu navigues des clients, où tu dois faire des souris. Tout. Non, c'est pas pour moi. Avant ça, c'était quel type de mission que tu avais du coup, en C'était plus de comparaison? l'exécution, tu sais, c'est la gestion de gros projets, plus technique et tout ça. Donc, c'était quelque chose, il y avait un livrable à la fin, où ça bougeait, il y avait des défis et tout, donc ça me plaisait. C'était genre l'excitation, il y avait de l'excitation. Là, c'était plus corporate et tout ça. Tu deals avec des gros clients, des grosses banques, avec des grosses inerties. Et c'était pas fait pour moi. Tu sais, donc, au bout d'un moment, je pars et je commence à réfléchir à, OK, bah, comment je lance un business. Et là, j'ai un ami, il envoie de l'argent pour soigner sa mère au Maroc. Et via Western Union, donc ça coûtait une blinde, 15% de frais, je crois, minimum. 15% les taux de merde et beaucoup de conformité compliance. Donc, on ne reçoit pas l'argent en bout de ligne. La mère, elle meurt à l'hôpital. Mais moi, dans ma tête, j'étais là, comment c'est possible en fait Pourquoi Et à cette époque, c'était le coup de family. Allez-y, envoyez ça. C'est quelle année ça? 2016? 2000, ouais, c'est ça, 2016. Tiens, je pense en France, ça avait commencé en 2013, 2014, mais tu sais, Oussama, c'était le truc. Vas-y, il chauffait, quoi. Mhm. Et c'était le seul francophone qui faisait ça, parce que moi, je voyais beaucoup d'Américains, vas-y, tout ça, mais je me méfiais toujours du bullshit américain, Mhm. parce qu'il y en a un paquet, là. Autant les Français, on est connus pour être très engageants, très dynamiques, autant aux Américains, un tas de bullshit, c'est énorme, là. How are you? À small talk, moi, ça me tue, le son, parce que je sais que le mec, il en a rien à foutre. C'est une question de connexion, de communication pour travailler ensemble. Mhm. Mais c'est de la surface, en fait. Donc finalement, j'essaie de voir comment on fait ça. On lance, on se dit, bah, faisons un test. T'es genre MVP, petit truc. Montons quelque chose. Donc, dans Le mon problème, MVP, c'est que dans la finance, tu peux pas vraiment faire un MVP. si, on l'a fait, mais... Ouais, mais logiquement, tu as besoin de. Ouais, en fait, il fallait qu'on valide l'idée dans le sens, est-ce que le marché veut de notre solution Ouais. On a étudié le marché, communauté marocaine. Pourquoi Parce que j'ai un ami avec qui j'avais fait mon MBA, très bon ami, qui lui avait des connexions au Maroc. Et pour rentrer en Afrique, il faut des connexions. Donc, en Algérie, c'était compliqué. Là. Et lui, il avait des connexions assez sérieuses pour qu'on puisse rentrer. Donc, on a fait des tests. On a Oui, vu... c'est ce qu'on appelle le MVP. T'as pas eu besoin d'aller chercher les licences, les trucs, les Si, machins. on a eu les licences à un moment donné. Parce que, Mais après, t'as pu ouais, démarrer un peu en mode pirate pour le coup. exact. Ok, Donc, c'était drôle parce qu'on livrait l'argent à domicile. Là, tu sais. ok. Mais pour le coup, c'était quoi la promesse? Parce que Western Union est déjà en place sur le marché. Donc, c'est quoi la différenciation? On fait pareil, moins cher? On fait pareil, mais mieux? En fait, c'était pareil, euh, en moins cher et surtout avec le souci du client. C'est-à-dire que le service client il est excellent. Un des gros trous qu'ils ont, les Les grosses services financiers, plateformes? Hmm. services financiers en général, le service client de merde. Donc le service client a Surtout dans cette nouvelle génération N26, Wise, Revolut, c'est encore à la ouais, limite même un peu mieux, mais. Remitly, tous les transferts, tu sais, service client, c'est de la merde. Mhm. Et donc, tu sais, pour ces transferts d'argent, un Marocain, un Nigérien, un Sud-Africain, c'est la même chose. Ils font pas de différenciation. C'est un flux. Alors que nous, on s'est dit, on va faire quelque chose qui est adapté à la manière de penser d'un Marocain. Par exemple, pourquoi il envoie de l'argent? À qui va l'argent? On pallie même les carences de nos distributeurs d'argent là-bas. C'est nous qui allons vérifier que tout se passait bien. On informait les clients et tout ça. Rendu au point où le service client était tellement excellent que les gens nous invitaient à manger chez eux. Moi, plusieurs fois, j'étais mangé chez des clients. Ouais, parce que tu leur as sauvé la mise, parce que tu as vraiment amené un service Ils nous considéraient comme la famille qui les aidait. Hmm. Ça fait partie de la famille. Ok. Et puis, alors, il y en a qui regardent le prix, il y en a qui regardent le tarif, il y en a qui sont méfiants, mais au fur et à mesure, on a gagné cette confiance, il y a rentré des clients, ça a rentré, ça a rentré, ça a rentré, ça a rentré. On a fait des choses correctement, donc licence au Canada, compte bancaire, etc. Mais c'était très, très difficile. Heureusement qu'on avait de la résilience et surtout, on avait une expérience, en fait. C'est un jeune Ouais. difficile. Difficile. Tu pars de zéro, difficile.
Parce qu'il faut comprendre la réglementation, il faut comprendre comment exécuter, il faut comprendre comment monter une plateforme, etc., etc. Et il faut le réseau. Le réseau, il faut avoir la persévérance. Oui. Donc, c'est difficile. Une fois qu'on a validé ce corridor, on s'est dit, bah, là, il nous faut plus d'argent parce que tu es en lutte contre des gens qui coffrent des milliards de milliards dans leur coffre. Tu ne rentres pas comme ça, là. Il y a un effort de marketing. Notre marketing est basé sur le bouche à oreille, principalement parce que ça va être excellent. On ne payait pas les gens. On a commencé à dire, OK, bah, maintenant, quand on ouvre vers d'autres gens, d'autres clients, d'autres pays, on n'est pas des Nigérians, on n'est pas des Ghanéens, on n'est pas des Sénégalais. Donc, comment on fait ça? Parce qu'on était excellent sur une niche, mais comment tu scales ça? Ouais. Donc, se renforcer avec... il faut que tes employés soient comme tes clients, en fait. Trouver des présences locales. C'est ça. Présence locale, donc ça, c'est une chose. Notre service client, on avait recruté des gens originaires du Sénégal et de tous ces pays-là, mais qui habitaient au Maroc. Ok. Parce que toute notre plateforme de soutien était au Maroc. Ok, donc vous avez vraiment grossi d'abord au Maroc et un peu le QG, c'était le Maroc. C'était entre deux morceaux, en fait. C'était entre Montréal et le Maroc. Mhm. La partie plus TI, c'était l'Amérique du Nord. La compliance, la conformité, c'est l'Amérique du Nord. La partie opération Et pure. service client, Opération pure, c'était au Maroc. c'était vraiment au Maroc. Et puis, à un moment donné, les corridors, on regarde les flux, c'est mathématique. Le plus gros, c'est les États-Unis. Donc, il faut rentrer aux États-Unis. Donc là, tu rentres un investisseur. Donc ça veut dire des gens qui sont aux US qui envoient de l'argent en Afrique. Exactement. Et les corridors les plus fous, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria, c'est hallucinant. Le Maroc entrait 15 milliards de dollars de sa diaspora. La première source de revenus du Maroc, c'est la diaspora. C'est pas le tourisme, c'est pas le phosphate, c'est la diaspora. Il n'y a pas de diaspora, ça se passe mal. Et il y a des... Ça, on dit 15 milliards de dollars, mais l'Égypte, c'était genre 40, Nigeria, c'était fou. Et là, c'est le légal, c'est-à-dire ce qui est Ouais, tout déclaré. ce que tu vois pas, tu vois C'est pas. encore pire. Ouais. Donc là, on se dit, OK, il faut aller aux US parce que c'est là où il y a de l'argent. Mais tu peux pas, si une licence par État, tu peux pas avoir 50 licences, c'est trop cher, c'est trop long. Donc tu cibles là où tu es tes clients, tu y vas par priorité, parce que tu as la licence fédérale qui n'est pas si complexe, mais par contre, les États, c'est difficile. Surtout les plus gros, là où il y a plus d'argent. New York, Floride, Californie, là, c'est... Et il y a beaucoup de monde. On est à un point où il y a des gens qui sous-traitent leur licence. Bah oui. Ils ont chopé la licence, ils te la vendent. Mais il y a un pipeline énorme, là. Et les Américains, ils rigolent pas, là. Je veux dire, il faut que tu sois dans les règles. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, pour toutes les histoires de réglementation en septembre et compagnie, il faut que ça soit clean. Donc, tu te fais aider par des cabinets d'avocats qui coûtent très cher, spécialisés là-dedans. Mais à ce moment-là, ça y est, vous avez déjà un business, c'est déjà établi, ça tourne déjà, ça fait déjà du cash flow. Tu as déjà basculé à full time à ce moment-là? Presque à full time. Mon partenaire, oui. Mais on était à une limite de cash flow. C'est-à-dire, OK, on génère de l'argent, mais l'expansion demandait de l'investissement. Bien sûr. On rentrait un premier investisseur qui est un investisseur marocain, grâce au réseau, en fait, qui était séduit par l'idée, mais qui ne comprenait pas vraiment ce qu'on faisait. Mhm. C'est des comptables. Grosso modo, ils avaient un mental de comptable. Je regarde des chiffres, etc. Mais ils nous ont suivis au fur et à mesure. Deuxième investisseur qui arrivait par la suite aussi. Tu lèves combien? La première fois, 1,5 million. Quand même. Ouais. Dollars. La deuxième, un peu plus. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est une bonne fourchette. Là. C'est une valeur de entre, disons, 20 et 50 millions. Mais là, la pression commence à augmenter. Parce que là, le scale est plus dur. Les défis sont plus durs. Parce que finalement, quand tu rentres, tu as plus d'ambition, tu rentres plus d'argent, tu as plus de problèmes. Tu gères de plus gros problèmes, en fait. Parce que souvent, les gens ne voient pas ça. Ils voient le côté vert des choses. Si tu as plus d'entrées ou plus de choses excitantes qui rentrent, bah, tu as plus de problèmes à gérer. C'est mathématique, en fait. C'est lié. Ouais, ou des plus gros problèmes, quoi. Ouais, forcément, c'est lié. Et donc, des semaines très compliquées où tu travailles beaucoup. Je ne dirais pas que c'était la cause de mon divorce. Ça l'a accéléré, on va dire. Ouais. Parce que tu es moins présent, tu as plus de tension, etc. Dans Finalement, ta carrière de consultant, tu bossais déjà beaucoup ou c'était un rythme, ça n'a rien à voir et c'est pas comparable? côté consultant, ah non, je bossais beaucoup plus. C'est pas comparable. Hein. Je veux dire, j'étais toujours dans... Tu sais, je prenais l'avion, tatati, je bougeais.
Parce qu'on mettait des partenaires avec Niger, il y a Ghana, l'Égypte, les gens, il faut que tu les rencontres. Alors, mon partenaire faisait une partie du job. On était bien complémentaires parce que moi, c'était plus analytique, technique, etc. Lui, c'était plus le relationnel, le réseau et tout ça. Parce que faire quelque chose en Amérique du Nord, ça demande de suivre des règles. Ça demande d'avoir de l'argent. Faire des choses en Afrique ou dans un autre pays, si tu n'as pas de réseau, tu ne rentreras pas. Mhm. Tu peux faire ce que tu veux, si tu n'as pas de réseau, tu ne rentreras pas. Et le réseau, d'une manière ou d'une autre, il faut l'avoir. Sans rentrer dans le détail, il faut l'avoir. Donc finalement, on monte ça, on grossit, on grossit. Et à un moment donné, moi, je ne voyais pas la suite de ça, dans le sens où j'avais des investisseurs qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Il y avait des tensions qui se rajoutaient. Moi, je n'étais pas bien non plus. Je n'étais pas au top de la forme. Donc finalement, on se dit, bon, ok, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Ton associé, lui aussi, se pose ces questions-là ou pas? Ou lui, au contraire, il veut continuer? Non, mon associé, on arrive à peu près à la même conclusion. Et lui, il ne se voit pas continuer sans moi. Parce que je lui dis, écoute, moi, je peux me retirer et tout. Donc, faisons un exit, on arrête. Donc vous vendez. Ouais. Assez spécifique parce qu'on avait plusieurs compagnies, donc on a découpé. On l'a fait d'une certaine manière pour que ça soit le plus avantageux possible. Donc, je sors. Et puis, c'était vraiment bizarre parce que je sentais un échec. Parce que dans ma tête, c'était je vais faire quelque chose de gros, d'énorme, d'idéal. Et je chantais, tu sais, comme un soufflet qui sort du four, il est beau et tout d'un coup, un truc qui tombe. Donc, je chantais un espèce de crash. Donc, Alors que t'as jamais fait un truc aussi gros, t'as jamais eu autant de succès de ta vie, t'as jamais fait. Et pourtant, tu te sens. Et en fait, peut-être jusqu'à aujourd'hui, je le sens encore un peu comme un échec parce que je me dis, peut-être c'est l'exigence, l'auto-exigence, l'éducation qui fait que tu n'as pas assez les choses, tu l'as pas fait dans le bon rythme, etc. Alors que l'exit naturel d'une startup, c'est la faillite ou tu en vends. Bah oui. Tu en vends, c'est bien. Tu fais T'as partie. réussi à. Tu fais partie de ceux qui ont gagné et qui ont réussi à sortir. Ça fait 1-2% des gens, ça. Mais malgré tout, c'est par rapport à la barrière que je me mettais, la hauteur de la ligne, bah, je chantais un soufflet. Oui, Et parce que tu voyais que t'en avais sous la pédale, en fait. Exact. En fait, ma déception, c'est de dire, j'ai pas exploré ce que je devais explorer. Mhm. Donc, j'ai eu une espèce de, je dirais pas dépression, mais déprime, mise en question. Ok, bah, qu'est-ce que je vais faire? À quoi ça sert? Pourquoi? Tu gagnes suffisamment d'argent pour te sécuriser, mais pas pour arrêter de travailler. On a une idée pour qu'on puisse comprendre l'exit et ce que ça change dans ta tête et dans ta perception du travail. Non, parce que je ne me posais pas la question comme ça. Je me disais, si j'arrête de travailler, je vais déprimer. Ça, c'est sûr. C'est aussi simple que ça. Je ne regardais pas combien, tu sais, je ne faisais pas des calculs comme ça. Et surtout, c'était une époque où j'avais divorcé, donc il fallait que je organise ma vie. Donc, j'avais des potes qui me disaient, écoute, tu as deux choix. Soit tu restes tout seul, tu deviens célibataire endurci, il n'y a personne qui rentre parce que tu vas vouloir regarder un film en slip avec ta pizza et que tu veux pas que ça change. Tu veux pas que ton partenaire te dise, ah, il y a de la pizza par terre, il faut que tu nettoies. Versus, bah, tu te remets en selle et tu dis, ok, bah, j'ai été marié pendant genre plus de 20 ans. Ok, bah, pour moi, vivre dans le couple, et même par rapport à mes valeurs, parce que moi, je suis musulman, bah, je commence pas à aller à droite, à gauche. À diverger. Parce que tu sais que si la tentation, tu la laisses rentrer, ça peut être Ça dangereux. peut glisser, oui. Ça peut Ouais. glisser. Donc, dans l'islam, on dit ne t'approche pas de la tentation. C'est pas ne te sois pas tenté. Parce qu'on sera tous tentés. Ouais, c'est pas ne le fais pas, c'est ne t'approche même pas de la tentation. Mhm. C'est-à-dire, tu vois un beau gâteau, c'est pas va pas le manger, c'est là. Si tu le vois, hein, Barre-toi. détends ton regard. Ouais, c'est ça. Donc finalement, par un concours de circonstances sur les réseaux, je rencontre ma femme actuelle, qui est au Maroc, bien sûr. Et on a une différence d'âge, mais ça matche bien parce que, alors, moi, ça me le fait pour moi, mais je pense que beaucoup de gens, c'est leur cas. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent conservateurs, plus ils se rapprochent de leurs racines, valeurs. Écoute, moi, j'en ai eu la surprise. Je savais pas que j'étais conservateur avant de m'en rendre compte. Parce que peut-être quand tu es jeune, tu as des idéaux, tes parents te disent quelque chose. Moi, par exemple, mes parents m'ont dit, ne te marie pas quelqu'un qui n'est pas de ta religion ou de ton origine. Il y aura trop d'écart à gérer. Donc, parce que tu as l'écart entre une femme et un homme, c'est de compréhension, d'approche, de projection, de... Plus tu rajoutes ça, la difficulté culturelle,
éducationnel et tout. Donc, ça fait beaucoup à gérer. Moi, j'étais là. Et ça fait beaucoup à gérer, je te confirme. Je suis en plein dedans. Ouais, moi, c'est les c'est parents. pas mince à faire. Mes parents, les vieux, c'est des cons. Je suis meilleur que les autres, je vais le faire. Exact. Non, en fait. Donc, je me suis dit, bon, je réfléchis comme un scientifique. V2, ça veut dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je veux. Mhm. Donc, je fais ça. Pour l'instant, comment dire, alhamdoulilah, ça se passe très bien. Et j'ai une fille avec ma femme. Donc, au total, j'ai 3 enfants. Chose qui t'apprend la patience, le recul, souffler, etc. Parce que je pense que c'est peut-être contre-intuitif, mais les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui ont les enfants. J'ai mon pote Olivier Clovis qu'on embrasse qui a eu 3 enfants très très tôt avec sa femme. Quand je te dis très tôt, c'est qu'il avait déjà les 3 enfants, il était encore livreur. Ah ouais. Il n'avait pas encore fait décoller quelconque business, etc. Et, mais il me dit, quand je rencontre des entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas comprendre. Ouais, je peux pas comprendre. Et au contraire, les mecs qui ont réussi à bâtir un business ambitieux, qui a fait des résultats importants, etc., et qui ont des gosses, eux sont des survivors. Ouais, j'ai même peut-être une doctrine qui dit si tu es un investisseur, mais pas d'argent, c'est un entrepreneur qui n'a pas d'enfant. Mhm. Parce qu'il a le sens de la productivité, de la responsabilité. Après, je ne généralise. Hein. Bien sûr. De la responsabilité, de la productivité et des priorités. Mhm. Et donc, il est obligé de planifier, d'anticiper. Parce que si tu ne fais pas avec tes enfants, t'es mort. T'es mort. Finito, là. Tu vas crever. Donc, finalement, je me retrouve dans une situation où je me dis, OK, bah, je vais travailler, freelance. Je ne veux pas être dans un système d'entreprise avec les hiérarchies, le bullshit de on vous promet une carrière. Donc avant, tu étais consultant, toujours salarié. Mhm. Donc en mission, après, tu es resté chez Deloitte. Mhm. D'accord, tu n'avais jamais fait le mode freelance. Tout seul, non. Ok. Donc, je me lance, je fais ça, ça me plaît bien. Bah, après, tu as de l'incertitude du genre, ah, tu as des contrats, mais après, tu gères tes contrats. Et au pire des cas, tu ne trouves pas un contrat, bah, tu trouves un job. C'est facile. T'as jamais eu de stress par rapport à ça? À ton niveau d'expertise et de connaissances et de réseau et de maturité, tu Non, savais qu'il y aurait toujours du boulot? Ouais, en Amérique du Nord, c'est le cas, en fait. Tu as le stress en France parce qu'il n'y a pas de boulot, ou alors en Europe, mais en Amérique du Nord, il suffit que tu sois bon, que tu te fais un réseau, tu trouves de la place. Et quand je dis bon, c'est dans le sens, tu fais ton travail correctement. Là. Et eux, ils fonctionnent avec un mode qu'on appelle le GBS, le gros bon sens. Ouais. Qu'ils prennent un gars qui est bon, bah, ils le reprennent parce qu'il est bon. Ils ne se Mhm. posent pas des 40 milliards de questions. Pourquoi, comment tu sais. Ils décident vite, là. Moi, j'avais tendance à décider très vite. J'étais perçu comme quelqu'un de bizarre quand j'étais en France. En Amérique du Nord, c'est la règle. Mhm. On décide vite, on avance. Et si ça marche pas, bah, on a appris et on change. Et C'est on pour ça qu'ils avance. peuvent virer les gens facilement aussi. C'est Exactement. aussi ça. Ils prennent moins de risques. Gars, tu te tapes les prud'hommes ou compagnie, là, oublie. Là, ça marche pas. Bon, bah. Mais ça reste, tu vois, des grosses entreprises. Les grosses entreprises ont toujours les mêmes travers, peu importe l'endroit. Où? Ouais. Avec des particularités culturelles, ok. Donc, freelance, je fais ça et à côté, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux être indépendant financièrement, je veux aller au soleil, et je veux faire ce que je veux de mon temps. Travailler un peu, ok, là, mais je veux faire ce que je veux de mon temps. Donc, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je veux voir des partenaires tout de suite? Non. Est-ce que je veux monter une grosse structure, beaucoup de travail, beaucoup de souffrance? Ça ne me tentait pas. C'est comme le gars qui finit un marathon qui est éclaté, il l'a fait, il est content, mais ou pas content, mais il se dit non, bah, la prochaine fois, je ferai quelque chose de plus cool, Mhm. je vais avoir du fun, et qui rentre de l'argent. Donc, je commence à regarder, je me documente, je suis sur YouTube, je surfe, et je tombe sur Osa TV, OK, Amazon FBA. J'avais déjà vu ça dans le passé, c'était les Américains qui avaient initié ça, mais je trouvais ça tellement trop beau comme business Mhm. que j'y croyais pas, en fait. Je me dis, bah, c'est quoi ça? Donc, finalement, je tente, je démarre, je prends un coaching et tout, et ça marche. Parce que c'est très analytique en business. C'est ce que j'adore. Ouais. Il y a de la donnée, that's it. Et C'est prédictible, tu analyses l'offre, tu analyses la demande. Si la demande elle est là et que tu es capable de faire une offre meilleure, tu vendras. exact, et tu peux même prévoir ton chiffre d'affaires et compagnie. D'ailleurs, tu me disais plus qu'en SEO ou SEA, quoi. Oh ouais, largement. Ouais. Et c'est une plateforme
ces marketplaces, en général, ne font que grossir. Grossissent. Parce que le mode de consommation a changé. Tu regardes Uber Eats, moi j'ai des amis qui ont des restos, il n'y a plus de gens qui viennent. C'est Uber Eats. Ship-moi ça. Même moi, tu sais, genre Amazon, je peux commander un tournevis, le magasin est à 1 kilomètre, je commande sur Amazon. Parce qu'il va arriver chez moi, je vais pas... Donc, c'est quelque chose qui grossit et ils ont une grosse machine. C'est-à-dire, ils s'occupent de la logistique. Ah ouais, leur stratégie de warehouse, de robotique, de software. Ils sont trop forts. Ils ont créé une barrière à l'entrée, t'as l'impression que jamais personne pourra les déloger. Hein. Ils sont trop forts. Tu sais, j'ai pas d'autre mot à dire là. C'est un système complexe pour l'appréhender au départ, là, pour le comprendre, mais si tu te fais coacher, tu fais les bonnes choses. Grosso modo, c'est un process à suivre. Après, il faut être inventif, il faut faire la bonne offre, le bon marketing, etc. Si tu mets des photos dégueulasses et le produit plaît à personne, Ouais, ou qu'il bien est sûr. défaillant, tu vas te faire shooter. À Amazon en premier, là. Donc, je fais ça, et puis, en parallèle, Amazon, c'est cash flow intensif, à part si tu as un ROI très fort, c'est-à-dire que avec très peu de ventes, tu peux commander le stock, l'inventaire suivant. Je me suis dit, je vais essayer quelque chose qui est moins cash flow intensif, mais ça te donne plus de boulot. Tu sais, y a pas... À un moment donné... Il y a toujours un trade-off, il y a toujours Ouais, c'est ça. un deal à faire. Donc, je tombe sur Kraken, je regarde T'as ça. mis combien de temps avant ça à faire tes premières ventes sur Amazon? Quelles ont été les galères que tu as rencontrées au début? La galère au début, c'était la flexibilité pour détecter les niches. C'est pour ça que j'avais pris en coaching. Et après, j'ai compris la mécanique. Et je pense que le travers aussi, c'est d'être des fois trop analytique. Il faut être analytique. Mais à un moment donné, il faut... Faut y aller. Ah ouais. Ok, tu vas faire un produit qui va te merder, qui va te péter la gueule, mais tu vas apprendre et le deuxième, il va être bien. Ok. Le repeat, tu vois. T'as mis ton premier produit tout de suite à bien marcher? T'as Ouais. fait tes ventes rapidement? Ouais. Je l'ai mis en vente, ça démarrait là. Wow. Parce que, en fait, moi, j'étais tellement dans un truc analytique, je veux le préparer bien, avec le coaching, la structuration, etc. T'appuies sur le bouton, moi, c'est le premier jour, ça... Ok. Parce que ça pouvait pas se passer autrement, en fait. Et t'as mis combien de temps à lancer ce premier produit? On va dire... Parce qu'en fait, j'ai eu quelques galères pour tester le produit. On va dire, j'ai mis 6 mois total, et j'étais tombé dans la phase de Chinese Holiday, là, donc tout s'arrête. Mais concrètement, je veux dire, tu devrais le faire au moins de 3 mois. Mhm. Parce que tu comptes, si tu sources ça en Chine, le temps que ça vienne et tout ça, 3 mois, et vraiment, si avec l'expérience, tu es bien organisé, que tu es focus, je connais des gens qui lancent un produit par mois. Mhm. Ils sont bien structurés. Là, donc. Et du coup, ça te plaît? Et tu décides de continuer? Ouais, c'est très cool parce que je te dis, ok, j'en ai fait un qui marche, brutal, comme dit brutal, tu répètes. Donc Amazon d'un côté, Mais cash flow intensif, du coup, comme tu le dis, ton argent il dort, ton argent il est bloqué. Exact. Ou alors il faut choper des produits où un ROI est tellement beau que ce sera moins intensif. En fait, tu as deux stratégies. Soit tu te dis, écoute, moi je veux vivre de ça, soit je construis une marque et je la vends plus tard. Dans l'acheter plus tôt, moi je remets là-dedans, je touche pas à ça. Donc achetant intensif, il faut que je trouve une autre solution. Et je tombe, je sais pas. Pour qu'on ait un ordre d'idée, tu as mis combien de temps quand même à atteindre des résultats importants? Je crois que tu dois être autour de 100 000 $ de profit par an à peu près avec cette activité Amazon. Tu as mis combien de temps à arriver à ces niveaux-là? 2 ans, même pas 2 ans. Hmm. Et je ne l'ai pas fait genre full-time tout le temps. Intensif, ouais. Hmm. Ouais. Et je voyais sur les fils Reddit des Américains, tu vois, de ces trucs. Ouais, J'ai halluciné, là. des scores 1 de million fou, hein. première année, tu vois. Parce que je pense qu'on n'est pas rendu à leur mindset, leur manière de faire. Parce qu'ils sont tellement... Je prends ma carte de crédit, je la maximise, j'y vais. Il n'y a aucun Français qui fait ça. Bien sûr. Et même moi, tu me dis, OK, vas-y, charge ta carte de crédit 30 000, tu verras, ça va marcher. Tu te dis, je sais pas. Ouais. Peut-être. Exact, ouais. Tu vois, donc, ce qui fait qu'ils sont toujours dans une stratégie aussi all-in. Il faut être dans ce mindset. Parce que si tu risques pas... Tu gagnes Ouais. pas. Je sais plus qui... je crois que c'était Peter Thiel qui disait ça. Il disait le plus gros risque chez les gens, c'est de ne pas prendre de risque. Bah ouais. C'est ça le plus gros risque de leur vie. C'est de ne pas prendre de risque. C'est là. Pas bête. Donc finalement, je fais ça. Ça tourne. Alors, j'ai pas quelque chose de très construit en disant « Ah, je vais être dans le segment de tel type de produit, d'outillage ou peu importe. » Je me dis, je prends la niche où il y a de l'argent et j'y vais.
Ok. That's it. Aussi simple que ça. Après, c'est une logique d'intégrateur. Tu balais large, ça tourne et à un moment donné, ça rentre. Et pourquoi pas racheter aussi. Parce que racheter, tu valides le marché, ça tourne, tu as déjà une base qui roule, tu optimises. Donc ça, c'est le meilleur. Après, il faut avoir des bons deals, des choses qui tiennent la route. Mais tu t'achètes du temps et tu baisses tes risques. Bah, ça coûte de l'argent, mais tu baisses tes risques. Amazon US, pour toi, c'est genre rédhibitoire. Aller en Europe, ça te fait chier. Moi, je déteste l'administration. Je déteste les paplards. Je déteste les gens qui me bloquent. Donc, tu sais, tu rentres dans un système où tu as la régulation pour tout et pour n'importe quoi, des taxes pour tout et n'importe quoi, une segmentation par pays, un multilanguage, versus, tu crées une compagnie ici en 3 jours, tu appuies sur un bouton, c'est le truc, bah, si tu fais les choses bien, hein, des fois tu peux avoir des blocages, et tu vends dans le plus gros marché au monde. Ok, plus de compétition, plus professionnel, plus machin, mais le gâteau il est gros. Vaut mieux prendre 1% d'un milliard qu'1% du million. C'est No, no pas de brainer. débat, quoi. Ouais, no no brainer, brainer. tu vois, genre. Donc, ok, c'est plus complexe. Peut-être en second temps, si tu es bien, que ta niche, ton produit se vend ailleurs en Europe, c'est la cerise sur le gâteau. Scaling, quoi. Ouais. Mais les 3 marchés, c'est US, enfin l'Amérique du Nord, Mexique, Canada, c'est quand même des gros, beaucoup de population, surtout le Mexique. Après, c'est le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre. Le Golfe commence aussi, là, les Émirats, ça commence à pousser l'Arabie Saoudite. Donc, un débutant, tu lui recommanderais de 100%. démarrer sur ce marché nord-américain, quoi. 100% US. Ouais. Ne te casse même pas la tête. Parce qu'ils ont une approche de consommation. Ils dépensent beaucoup. Ils maximisent leur carte de crédit. Ouais. Vas-y, envoie. Prime, je le veux tout de suite, tu vois. Tandis qu'un Européen va réfléchir à combien j'ai en banque, tout ça, etc. Donc, pour un entrepreneur, c'est no-brainer. Tu vas là où le mec, il va dépenser, là. Je suis impatient de tester tout ça, moi. On en parlera plus tard, du coup, mais effectivement, on bosse avec Emir. On a racheté différents listings Amazon. J'ai lancé ma marque de luminothérapie grâce à l'aide d'Emir, justement, sur le marché nord-américain. Ça y est, le compte est validé. Le stock arrive aux US. On le bascule chez Amazon. On lance. Donc, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Ouais. D'autres conseils un peu sur Amazon à donner? Suivre la méthode, se lancer. Par contre, il faut un peu de cash. Hein. Si tu arrives là-bas et tu dis je vais faire un truc à $1 000, oublie là. C'est à moins de 15 000. Souvent, les gens disent 5 000, 6 000. Soyons, je vais dire moi, à moins de 15 000, oublie là. Surtout aux États-Unis. Ouais. Peut-être en Europe, ça marche. Mais croire que tu veux faire de l'entrepreneuriat en y allant avec ta bille et ton couteau, c'est faux. C'était la première formation en ligne que tu as achetée chez Julien ou tu avais déjà acheté d'autres trucs? Non, je pense à la première. Il me semblait quelqu'un de très analytique, très honnête, etc. Donc, et je pense que ça fait partie de ces entrepreneurs un peu comme toi aussi, Enzo, avec cette partie, ok, moi je te parle de quelque chose que j'ai fait en fait, et que je peux prouver que j'ai fait, versus des vendeurs de tapis. Il y a beaucoup de vendeurs de tapis, alors pas uniquement c'est les francophones, je parle en général. Bien sûr. Des scammers, des gens qui vont à Dubaï, qui vont dans la... Il faut faire attention, il faut vraiment faire sa due diligence, ou comme on dit en bon français, vérification diligente. Oh là là, je l'avais jamais entendu celui-là. C'est ça, c'est vérification diligente. Je l'ai appris à Montréal parce qu'il parle. Bah ouais, avec la fascination pour les Canadiens de respecter un français pur. Est-ce que tu as fait une vérification diligente? Je sais quoi ça. Due diligence. Vérification diligente. Ouais, et en fait, la formation, c'est bien de suivre pas à pas, mais je pense que si tu veux passer à un niveau, tu as de l'expérience, tu veux passer à un niveau plus fort, plus rapide, etc., il faut payer un coaching. Alors, les Américains, les Canadiens, ils ont ce mindset. Je sais pas, je paye quelqu'un. Il faut payer un coaching. On n'a pas cette mentalité en Europe, mais il faut payer un coaching. Ah, bah moi, ça a changé ma vie. Hein. Il faut payer un coaching. Il n'y a pas ah oui, de l'argent, il va me le prendre, je vais le laisser tout seul. Tout seul, tu feras rien. Il faut payer un coaching. Ou peut-être, Inch'Allah, dans 10 ans, mais fais un coaching. Ton coach, il va te dire fais pas ça, fais ça, fais ça. C'est comme est-ce que tu crois ton père avec son expérience de vie? Oui, parce qu'il a une expérience de vie. Bah, tu crois un coach parce qu'il a une légitimité, il a fait. Exactement. Faire confiance aux gens qui ont fait. Ce que toi, tu veux réaliser. On embrasse Julien Oseille TV, bien évidemment. Ok, je te dis supplémentaire, il faudra que tu ailles faire un podcast à Panama pour partager ton expérience Amazon avec lui.
Du coup, tu débarques chez nous un peu avec cette idée de OK, il me faut quelque chose de moins intensif. Comment est-ce que tu m'as découvert? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette approche SEO, SEA? Et en fait, ce qui m'a plu au départ, c'est plus le personnage, donc toi, Enzo. Au-delà de la technique et comment le faire, c'est aussi l'approche, comment le présenter, comment l'amener. Et sur les réseaux sociaux, je voyais une approche différente, je l'ai déjà dit, la manière de, l'intéresser à l'humain. Mhm. Ces objets, c'est pas genre, je veux faire de l'argent pour de l'argent, ou c'est plus un truc analytique, mais le pourquoi, le comment, le s'interroger sur ça. SOA, en fait, je suis tombé par hasard, je pense que c'est YouTube qui me proposait, ça arrive, je vois Kraken, on a fait ça. Je suis ça, et je vois que tu fais des interviews. Au début, je comprends pas, je pense, qu'est-ce qu'ils vont vraiment. Mhm. Donc au début, T'as un vrai problème là que beaucoup de gens m'ont remonté, moi, tu sais, parce que comme je mettais tous mes contenus au même endroit, ce qui ouais, va changer bientôt, les gens disent mais tu fais quoi, t'es qui? On comprend ouais. rien, tu vois. Je me posais la question, est-ce que c'est un coaching? Est-ce que il fait aide les gens à s'évoluer personnellement? Je comprenais pas vraiment. Donc, tu sais, Kraken, je me dis, bon, ok, j'ai compris que c'était pour SOA. Et ce qui m'a étonné, c'est que, deuxième chose qui m'a étonné, c'est quand je parlais de ça, j'ai affaire à toi tout de suite. J'ai pas eu de closer, j'ai pas eu de Margoulin qui t'explique, machin. Donc, je dis, ouais, c'est intéressant. Il fait ça en direct et tout. Donc, il te parle au téléphone, ok, c'est moi et tout. Kraken, pour rentrer dans la méthode, il faut que je te parle. Donc, tu sais, c'est pas du genre, file ta carte et tu vas rentrer. C'est genre, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu fit à la méthode et tout ça. Et soit, le fait de faire de la pub, oui, mais qu'à terme, avec son positionnement SEO, fait que T'augmentes tes marges. t'augmentes tes marges et ton e-commerce est légitime aussi parce que tu vends plus longtemps. Et il y a aussi le fait que tu l'aies fait pendant des années. Quelque part, si le gars il achète, c'est bien. S'il achète pas, tu t'en fous. Ça, c'est une approche qui me plaisait bien. Mhm. Parce que tu vois, tu sentais pas l'attention d'un closer, tu vois. Genre, Mhm. et tu sens qu'il a l'attention, lui, là. Ouais, je fais pas ça pour bouffer, quoi. Ça se ressent. Ouais, c'est ça. Et donc, il y avait ça. Le groupe, alors, dans Kraken, il y a des gens de diverses expériences, de diverses maturités, de divers horizons. J'ai jamais vu un cocktail aussi large. Mais c'était intéressant parce qu'il y a la volonté des gens, ça se ressent aussi, ta patte là-dedans, c'est comment on avance. Comment on vend. Donc, la communauté, des fois, je lis le fil sur WhatsApp, je suis éclaté de rire parce qu'il y a des trucs incroyables. Des fois, il y a des gens qui ont des vrais problèmes qui se font aider. Des fois, toi, tu participes. Des fois, tu poses des questions. Donc, ça reste un groupe d'entraide avec des gens à différents degrés de maturité dans leur vie personnelle, business, mais qui ont le même intérêt, c'est qu'ils veulent faire autre chose de leur vie. Mhm. Ils veulent changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Ils veulent plus rester dans cette rat race qu'on appelle. Tu cours derrière le salaire. Et tu payes tes taxes, tu payes tes vacances, et à la fin, Inch'Allah. t'attends T'attends la la maison de, fin. t'attends la maison de retraite. Tu sais. Exactement. T'imagines? C'est mortel. On n'a pas forcément creusé autant qu'on voudrait tous les différents sujets parce que dans 5 minutes, on a une réunion avec les membres de la tribu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, le Canada, c'est bon, t'as ta dose et que tu cherches justement à développer cette liberté géographique pour toi, pour la famille? T'attends encore un peu que tes enfants soient plus grands et pour partir. Et j'aurais aimé parler aussi un petit peu du next Eldorado pour toi, qui est l'Algérie. Alors bien sûr par rapport à tes racines, mais pas que, il y a aussi une révision analytique là-dessus. Donc qu'est-ce qui t'emmerde aujourd'hui dans le modèle canadien? Qu'est-ce que tu cherches à construire de différent? Et pourquoi est-ce que selon toi, tout le monde devrait regarder l'Algérie parce qu'il va se passer énormément de choses intéressantes? Euh, le Canada, il y a plusieurs aspects. Je pense que j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et j'aime même la citoyenneté canadienne. C'est un pays extraordinaire, qui est très généreux, euh, qui ne juge pas comme ça dans certains endroits. Maintenant, il y a l'aspect froid, qui première année, deuxième année, troisième année, c'est sympa la neige, mais la 10e, 11e, à moins 40, tu peux plus. Là. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, il y a aussi je pense qu'un tournant que beaucoup de pays occidentaux ont pris, c'est le côté wokisme, LGBTQ, etc. Et
Moi, j'ai une vision plus conservatrice, à cause que je suis musulman et algérien avant tout, qui fait que je ne me vois pas évoluer à terme sur ça. Et de toute façon, à la fin, euh, tu ne seras jamais, entre guillemets, accepté que dans un endroit où tu te sens à l'aise. Plus tu es à l'aise dans l'endroit, plus ça sera plus facile. L'Algérie, pourquoi? Parce que c'est mon pays d'origine. C'est un pays qui rentre en pleine puissance. La volonté politique a changé. Il y a des problèmes. C'est pas parfait, mais j'ai vu une grosse différence. Avant, on te disait, reviens parce que tu es un patriote. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, on te dit, rentre parce qu'il y a quelque chose à faire et qu'un entrepreneur a son intérêt. Donc, le soleil, le fait que les choses soient plus faciles et les perspectives économiques sont très, très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de retard dans plusieurs aspects de la vie plusieurs économique. secteurs, quoi. Ouais. Et là, le tournant digital va être énorme. La population grossit et il faut des services, en fait. Il manque de services. Donc, il y a un marché où il manque de services, qui en demande de services, mais il n'y a pas assez de gens pour le donner. Mhm. Donc, mathématiquement, tu devras être à la bonne place. C'est plus simple quand tu es algérien. Quand tu es étranger, ils sont en train d'ouvrir. Parce que c'est une politique plus où c'est un pays fermé, on a le pétrole, le gaz, on a besoin de personne, on n'a pas de dette. Versus d'autres Ce pays. qui est assez incroyable, ça aussi, hein. Effectivement, il y a... Et On vit après, dans un monde où tout le monde est en PLS et est dépendant des États-Unis, avec un mode de vie très dépendant, très semblable à celui des États-Unis. Et là, on est dans un pays qui, du coup, a des ressources fossiles, qui est resté fermé pendant plusieurs années, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, effectivement, et qui, là, justement, est en train de s'ouvrir. Est en train de s'ouvrir, ce qui crée, du coup, des opportunités. Donc, pas de dette et pas de présence étrangère, dans le sens où il n'y a pas de base américaine, il n'y a aucune base extérieure à la présence algérienne. Donc, c'est des grosses, grosses opportunités. Dans les 10 ans prochains, ça va être je dirais même un tsunami. Là. Moi, en l'espace de 10 ans, j'ai parcouru mon pays. Je suis rentré des fois, je dis, c'est vrai? Vraiment? Un nouvel aéroport, une nouvelle route, un nouvel chemin de fer. C'est vraiment une accélération et une grosse transition qui fait que c'est quelque chose qui est très considéré, le coût de la vie très bas. Si on compare par rapport aux voisins, ça n'a rien à voir. Et il y a tellement de choses à construire. Il y a un tourisme qui s'ouvre, du coup. Ouais. Le début de l'ouverture de ton pays sur le monde, quoi. Oui, et le secteur industriel qui est en plein boom, beaucoup d'Algériens d'Europe et d'Amérique du Nord reviennent. Statistiquement, ça se voit là, on retourne. Donc, que des choses positives pour la suite. Et je pense que si on est émigré, expatrié avec le bon mindset, on peut faire des choses intéressantes. Il ne faut pas arriver là-bas comme un conquistador, là. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il ne faut jamais arriver dans n'importe quel pays avec cette Comme un mentalité. conquistador, Ouais, tu arrives humblement, mais si tu as des compétences à faire valoir, tu les fais. Le rêve américain, c'est fini? Le rêve américain est mort pour toi? Non, je pense qu'il y a toujours des choses à faire aux États-Unis. C'est tellement un pays incroyable en termes de facilité, d'ouverture, de crédit, du capital risque, que ça sera toujours le cas. Après, ce pays est peut-être un peu en déclin, mais l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Nord. C'est tous les gens qui sont fait rejeter d'Europe qui sont allés construire un nouveau monde en cassant des règles qui restent encore en Europe. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont cassé des règles qui restent encore en Europe. Et ils ont créé autre chose. Ils continuent encore de le faire d'ailleurs, hein. Là où nous, on ajoute des lois, eux, ils en enlèvent, hein. Ils en enlèvent et je veux dire, ils vont tellement vite en fait. D'exécution, c'est autre chose là. Tu veux dire, entre le moment où tu as l'idée et la mise en place, c'est très peu de temps. Ouais. Là, en France, on attend de faire des lois, on débat avec des gens qui n'ont aucune idée de la vie économique. Ouais. Des avocats ou des fonctionnaires. Qu'est-ce que tu as produit à part des papiers? Il faut qu'on file. On a notre invité en plus du mois dans la tribu qui est là. Merci beaucoup d'être passé par le podcast. J'espère vraiment que ce podcast a pu vous inspirer, les amis, vous donner une vision intéressante. Il y a plein de questions. Il a fait une dizaine de pays. Tu as bossé dans plein de pays d'Afrique avec des anecdotes incroyables. Tu as bossé en Malaisie. J'aurais aimé effectivement qu'on puisse parler de pas mal d'anecdotes de voyage comme ça. Mais aussi de ton expertise finalement et tout ce que tu as vu dans la finance parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais si vous voulez une partie 2, faites-le savoir dans les commentaires juste en dessous. Très content en tout cas de t'avoir accueilli ici à Punta Cana, d'avoir pu passer du temps ensemble. Bon, pour nous, c'était intéressant. Un, pour se voir et continuer la conversation en live. Deux, aussi parce que effectivement, là, on a racheté 2 activités et démarré l'activité sur l'Umiglo où tu m'as aidé à lancer. Et donc voilà,
partenariat, on va dire, naissant qui est toujours bien de... On est vieux, quoi. On a besoin de voir les gens pour faire du boulot, pour bosser, quoi. C'est quand même plus agréable, plus Non, moi, sympa. je pense que c'est une règle. Il faut voir les gens pour bosser ensemble. Hmm. Tu sais, quoi qu'il arrive, tu sais, les jeunes, ils sont dans le digital et tout, mais tu ne sens jamais les personnes quand tu ne les as pas rencontrées parce que tu captes des choses que tu ne peux pas capter à travers un écran. C'est impossible. Complètement. Hmm. Merci à toi en tout cas. Merci pour l'invitation. C'était un Rendez-vous plaisir. à la partie 2. Il y a aussi le développement personnel qui a été un Ah truc ouais. très important dans ta vie à travers ces différents trucs où tu es parti apprendre le zen au Japon. Bref, plein de trucs intéressants. Merci d'avoir été là. Et les amis, like, abonnez-vous, partagez. Et j'espère que ce petit moment, ça fait longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi court, dans les baskets et dans la tête de Émir, vous inspirez, vous a motivé et vous a donné envie d'aller chercher plus, mieux et différent. On te souhaite le meilleur pour la suite, Émir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt tout le monde.